le monde de la mobilité s'électrifie à vitesse grand V, hein, que ce soit les modes historiques de transport ou les nouveaux modes, et notamment les modes actifs. Donc la batterie est vraiment un sujet au cœur des préoccupations d'un très grand nombre de nos membres, et notamment pour les fabricants de batteries qui sont largement représentés dans l'audience aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, c'est avec 4 parties de vous donner un horizon, un état des lieux, des calls autour de la batterie dans le programme Horizon Europe, et de vous donner aussi des contacts pour que vous puissiez vous renseigner plus avant si vous le souhaitez. Alors, pour ce webinaire, donc, qui va se dérouler en 4 parties, je vais vous partager mon écran pour vous donner le programme. Hop. Alors, vous devez voir normalement la présentation. Donc, je vais faire une rapide introduction du webinaire. Ensuite, nous aurons Wouter de BEPA, donc le partenariat public-privé européen autour de la batterie, qui nous présentera la stratégie de mise en œuvre dans le cadre de ce partenariat. Ensuite, Vassil Yossub du PCN Climat Énergie nous présentera les calls eux-mêmes autour de la batterie. Et pour finir, Antoine Maufroy de l'entreprise Armor, membre ID4Car, nous présentera son retour d'expérience suite à la participation à des projets européens. Donc, merci beaucoup à ces 3 intervenants qui vont vous donner un maximum d'informations sur les calls batterie. Donc, l'objectif du webinaire, c'est qu'il soit un maximum interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et réponses. On y répondra soit pendant les présentations, soit en fin de présentation, en fonction de la question. Avant qu'on démarre et que je laisse la parole à Wouter, je voudrais juste vous rappeler le rôle d'ID4Car dans l'accompagnement de ses membres sur les calls Europe. On est vraiment là pour vous accompagner tout au long de votre projet, donc que ce soit de son montage, mais aussi de sa vie. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est très vrai pour les programmes européens, mais ça l'est aussi pour les programmes d'innovation français. Donc, on est là pour vous aider à clarifier l'idée, faire un état des lieux, travailler éventuellement sur le budget prévisionnel avec vous. On est surtout là, et notamment pour la partie Europe, pour vous appuyer dans votre recherche de partenaires, parce que typiquement, vous n'avez pas forcément un réseau européen dans vos connaissances. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur cette partie-là, de vous aider à travailler sur quel guichet de financement. Donc, aujourd'hui, clairement, on vous présente les calls du programme Horizon Europe, mais il peut aussi y avoir des calls au niveau local, régional ou national qui peuvent être complémentaires, et donc qui peuvent être intéressants d'aller regarder. On ne rédigera pas le projet pour vous. Par contre, on vous propose des relectures de dossiers par des experts métiers et des évaluateurs. Donc vraiment, l'objectif, c'est de vous aider à rendre votre projet robuste. Ensuite, pour le dépôt du projet, on vous propose de labelliser votre projet et ensuite de l'accompagner au cours de sa vie sur la communication et la dissémination, notamment au sein du pôle ID4Car. Voilà, donc c'était un peu pour vous rappeler qu'on est vraiment là pour nos membres et à disposition pour vous aider dans ces montages de projets, et notamment sur les projets européens qui sont le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant qu'on passe à la présentation de Wouter, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le module questions et réponses. Et aussi, pour vous prévenir, de manière, nous, à être plus efficace dans l'accompagnement, on vous proposera de répondre à un petit questionnaire vers la fin du webinaire. L'objectif étant pour nous de recueillir vos points d'intérêt et vos souhaits éventuellement qu'on vous recontacte pour vous aider à monter un projet particulier. Voilà, et bien écoutez, je passe la parole à Wouter, que je remercie encore de participer au webinaire. Voilà, je partage mon écran. Bonjour à tous. Wouter IJzermans, je suis le Executive Director du BEPA, l'association du côté
private du Batteries European Partnership, BAT4EU. Donc, je ne suis pas francophone comme vous entend, mais je vais essayer quand même de faire cette présentation en français pour vous. La présentation même en anglais, par contre. Donc c'est quoi cette partenariat BAT4EU? Donc, c'est une véritable collaboration entre l'Union européenne d'un côté et vraiment l'industrie et la recherche, donc centre de recherche, université en Europe, pour vraiment cibler sur la recherche et innovation des batteries. Donc, l'Union européenne a mis 900 025 millions d'euros vraiment prête pour tous les appels batteries dans Horizon Europe. Donc, le prochain, cette année, voilà, les prochaines 6 années, parce que la première année est déjà passée, mais il y aura un total de 900 025 millions d'investissements. Et de côté privé, les membres des PEPA, ils ont promis de aussi investir le même target, donc 900 025 millions. Donc, tous les membres des BEPA ont l'opportunité de vraiment développer avec la Commission les appels. Donc, ça part du vraiment penser du sujet, euh, vraiment les buts de chaque appel, même sur tous les indicateurs, quels sont les objectifs, et c'est quoi le scope des appels. Ça, c'est tout développé au sein de BEPA en collaboration avec la Commission. Quand même, la décision finale, c'est pour le Commission et les États membres. Donc, nous sommes, ça s'appelle une co-programmed partnership. Donc, on a le droit de vraiment développer, co-développer les appels, mais au final, c'est la Commission et les États membres qui décident. Donc, les membres de BEPA, ils ont le droit de donner les inputs aux appels. Mais bien sûr, les appels sont ouverts par tout le monde. Donc, être membre de BEPA, ça donne des avantages, comme je vais vous montrer, mais pas des avantages au jugement final pour les appels. Donc, ça doit être clair que les appels sont toujours ouverts pour tout le monde, pour des projets de tous les côtés. Donc, ce n'est pas seulement les membres des BEPA qui peuvent faire les applications. Donc, quels sont les objectifs finaux du partenariat? Et vraiment ici développer en Europe un écosystème pour la construction de batteries et avoir la recherche et l'innovation qui est vraiment première classe dans le monde. Donc, voilà, on sait tout que maintenant, la majeure part du développement, ça passe en Asie, au moins la majeure part de construction. Vraiment, on veut que ça développe ici en Europe. Et vraiment, cette intégration entre la recherche, l'innovation et l'industrie, ça doit être très fort. Donc, cet nouvel écosystème, ça va être vraiment le fondamental pour construire toute la chaîne à valeur pour les batteries ici en Europe. Et ça, au final, c'est le grand but. Ça va nous aider de pas seulement créer le travail pour les gens et des investissements, mais aussi le cible d'avoir une société avec zéro émission CO2 en Europe. Donc, pourquoi la Commission a choisi cette
cette route pour avoir un partnership. Ça avait déjà dans Horizon 2020, il y avait déjà ces partenariats, mais c'était un peu partout. Il y avait beaucoup de différents partenariats. Donc, pour Horizon Europe, la Commission a vraiment essayé de rationaliser un peu les partenariats. Donc, maintenant, il y a trois. Il y a le co-programmed comme nous. Il y a le joint undertaking. Donc, ça, c'est plus intégré aussi de côté commission. Et ça, l'industrie a vraiment une veto aussi sur quelques sujets. Donc, ça, c'est plus intégré. Et aussi, il y a le co-funded. Donc, ça, c'est vraiment un partenariat de côté Union européenne et les gouvernements nationaux. Donc, mais nous sommes le partenariat coprogrammé. Donc, c'est vraiment pour avoir un lien étroit entre la commission et l'industrie et vraiment avoir cet input de l'industrie. Qu'est-ce qu'on doit développer ici en Europe? Et aussi donc, on espère que le partenariat va créer vraiment les liens entre la recherche, l'innovation, l'industrie de différents pays. Donc, comme ça, on vraiment donne de l'énergie à le développement de cette vraiment communauté européenne sur le développement des batteries. Donc, on essaye de couvrir la majeure part de tout le chaîne de valeur du batterie, mais il y a quelques parts qu'on cible plus que l'autre. Par exemple, pour les raw materials, donc les minéraux et tout ça, c'est vraiment le côté, c'est vraiment le côté de post-processing, donc pas les côtés minières. Ça, c'est pas dans notre scope, mais une fois qu'ils sont pris du sol et on le processe, c'est dans notre scope. Et après, c'est vraiment le côté matériaux qui est dans notre scope. Et ça, c'est aussi pour les nouveaux chemistries, pour le solid state et tout ce développement de ce côté. Et vraiment le design pour les nouveaux types de cellules qui vont avec. Donc, et après, vraiment l'intégration des batteries dans les véhicules, donc ça peut être des automobiles, mais aussi des avions et côté ferroviaire. Donc ça, on fait ça main en main avec des autres partenariats. Donc il y a le partenariat To Zero pour le côté automobile, il y a le partenariat Europe's Rail, il y a le partenariat Zero Emission Waterborne Transport. Donc ça, c'est vraiment les partenariats qu'on travaille avec de ce côté intégration, parce que c'est peut-être difficile pour avoir vraiment un appel pour l'intégration dans tous les types des applications, et aussi il y a le côté intégration dans le réseau électrique qui est très différent aussi. Donc, on a des appels communs avec To Donc, on avait déjà une en 2021, peut-être on avait une autre en 2023. Vraiment, c'est une joint call, donc c'est vraiment une appel qui vient de deux partenariats, en fait. Et après, on cible encore les end of life, donc c'est vraiment où de l'application du ancienne batterie du voiture dans le réseau électrique, par exemple, ou si ce n'est pas possible, le recyclage. Donc, vraiment le côté end of life et avoir cet grand objectif de circularité aussi. Donc, ça, c'est un peu notre scope sur la chaîne de valeur de batterie. Dans notre partenariat, on a cet document en clave qu'on a, c'est le SRIA, le Strategic Research and Innovation Agenda.
Et dans cette TRIA, on a aussi cette chaîne de valeur qui est toute couverte. Mais aussi, on a deux sujets qui sont plus transversales. Donc, ça, d'un côté, c'est le safety et l'autre, c'est être donc sustainability. Donc, ça, c'est d'un côté aussi cette partie end of life, mais aussi toute cette analyse du life cycle assessment et vraiment le carbon footprint qui va être part du battery regulation dans le futur. Donc, on doit être prêt pour ça. Et ça, c'est aussi une côté qu'on couvre dans notre research agenda. Et ça, c'est vraiment une vision pour les prochaines 7 années, comment on va euh, rejoindre notre objectif final. Donc, pourquoi c'est intéressant d'être part du partenariat? Donc, d'un côté, c'est le plus pragmatique, c'est possible de donner des inputs pour les appels. Donc, si tu penses et tu lis une appel et tu penses, ah, c'est pas vraiment, moi j'aurais fait différente ou ah, cet indicateur, c'est pas vraiment pratique, c'est une autre manière de le faire mieux, mais voilà, maintenant c'est dans l'appel, donc tu dois écrire une proposition qui doit cibler ça, mais je voudrais bien faire l'autrement. Donc, si tu rejoins le partenariat, c'est vraiment à toi de développer cet appel avec les autres spécialistes. Donc, c'est vraiment, ça donne la possibilité de développer les appels comme vous voulez. Aussi, donc ça, c'est une possibilité, mais aussi il y a beaucoup des membres qui ne sont pas nécessairement prêts pour vraiment écrire les textes des appels, mais ils sont très intéressés de juste savoir qu'est-ce qu'il va passer. Parce que, par exemple, ce sont des longs processus parce que c'est l'Union européenne aussi. Donc, maintenant, on a déjà dans le processus pour les appels de 2023 et 2024 même. Donc, les membres de BEPA, ils ont déjà plus ou moins une bonne idée où va. Donc, c'est quoi la direction générale des appels déjà en 23 et 24. Donc, ça, c'est aussi un grand avantage. Euh, Aussi, donc voilà, le premier tour des appels de 21. Donc voilà, ils sont dans le processus maintenant de commencer. Donc, quand les projets commencent, tous les résultats sont aussi distribués avec notre membre dans notre working group. Donc, c'est vraiment oui, très, très, très utile d'être dans la première ligne pour obtenir des informations. Ouais, c'est un grand réseau maintenant, donc on va voir, on a plus de 180 membres maintenant. Et donc voilà, c'est aussi intéressant parce qu'il y a membres de tout le chaîne de valeur. Donc, c'est pas seulement le manufacteur du batterie pour les automobiles ou quelque chose comme ça, mais il y a beaucoup euh, sur le domaine des recyclages ou des minéraux ou des matériaux. Donc, il y a vraiment ce lien entre les différents secteurs qui est vraiment intéressant et ça donne vraiment euh, une valeur en plus pour ce partenariat. Euh, Aussi, les connexions avec les autres partenaires sont très intéressantes. Par exemple, pour To le partenariat automobile, on a vraiment des liens très étroits et être membre de BEPA, c'est vraiment aussi donne la possibilité de travailler avec eux sur tous les appels électrification du côté euh, automobilier. Et aussi, dernièrement, et ça, c'est bon aussi pour voilà, 2021, c'était un peu difficile avec le COVID, mais vraiment, à partir de cette année, on va aussi organiser des événements vraiment pour
se rejoindre oui, en vrai. Et ça serait aussi très bien pour donner plus de liens entre les membres. Donc voilà, ça c'est notre liste de membres de décembre 21. Donc maintenant, on en même plus. Il y a 3 nouvelles applications. On voit que oui, dans France, il y a déjà pas mal de membres. C'est le plus grand. Belgique aussi très grand, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'associations européennes dans Bruxelles. Donc c'est un peu pour ça, mais c'est un bon mix entre l'industrie et la recherche. Donc, on a 80 membres d'industrie et presque 70 de recherche. Donc, ça donne vraiment cette balance entre les deux et vraiment la connexion pour les. Donc voilà, on a des sujets dans les appels même qui sont vraiment long terme. C'est vraiment de recherche de base, TRL4 purement. Et on a vraiment des projets pour industrialiser, pour scale up de toutes les innovations. Donc TRL 6, 7. Donc c'est vraiment cette grand scope des appels qui est aussi très bien. Et on a vraiment cette interaction. Donc les industries peuvent faire des conseils pour aussi les appels de long terme. Donc, ça, c'est très, très bon. Donc, on est organisé pour le moment dans 5 groupes de travail. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que entre pour 70 et 120 membres par working group. Donc, c'est vraiment des grands working groups qui discutent voilà, le content des appels, aussi le content du SRIA, donc vraiment des objectifs sur le long terme. Euh, il y a 3 working groups qui vraiment sont euh, proposés sur la chaîne de valeur, donc Raw Materials Recycling, Advanced Materials Manufacturing. Les dernières, c'est vraiment l'application, donc Battery End Users and Operations. Et on a 2 working groups qui sont plus transversales, Safety d'un côté et Sustainability de l'autre. Et vraiment, c'est des grands nombres, mais par exemple, pour Working Group 2 de Advanced Materials and Manufacturing, ça couvre peut-être 7-8 appels dans le programme 23 à 24. Et on a vraiment fait des petits groupes d'une 10-12 personnes qui vraiment sont lesquelles qui donnent des inputs pour les appels. Donc, c'est vraiment, ça a l'air d'être des grands nombres, mais au final, c'est 10-12 personnes qui donnent des inputs pour des appels. Donc, il y a vraiment une grande influence à avoir. Et aussi cette possibilité on a des point persons, donc des personnes qui sont vraiment liées à une application ou l'autre. Donc, il y a une personne de contact pour le Rail, Europe's Rail, il y a un point de contact pour Waterborne. Donc, ce sont vraiment aussi les possibilités d'être le lien entre notre working group et le working group des autres partenaires. Donc, toutes les associations toutes les organisations qui sont basées en Europe et vont des recherches qui sont dans la direction de notre SRIA, donc vraiment dans le développement des batteries en Europe, peuvent être membres. Donc, je pense que tous les membres des ADIFOCAR peuvent être aussi membres du BEPA. C'est vraiment, on essaye aussi de vraiment promouvoir d'être actif dans les working groups. Parfois, c'est difficile parce qu'on a des grandes entreprises, des producteurs des automobiles et des avions, mais aussi des startups qui sont peut-être 10-12 personnes en total.
Donc, pour eux, c'est plus difficile de trouver le temps de contribuer. Mais au final, ceux qui ont fait, qui sont très positifs et ils ont vraiment c'est aussi pour faire des contacts avec les grandes entreprises, mais aussi pour vraiment ils- pour vraiment bouger un peu la direction des appels, ça marche très bien pour eux aussi. Donc, c'est très bon à voir que c'est pas seulement les grands qui sont dans les working groups et ils sont actifs, mais aussi tous les SMEs qui contribuent. Donc, pour faire une application, pour être membre du BEPA, on a tout sur notre site web. C'est aussi possible de toujours d'écrire une email sur cette adresse. Je suis sûr qu'on va partager les présentations après. Et pour donc voilà, ça c'est les coûts pour donc c'est pour être membre d'un partenariat de Horizon Europe, c'est quand même généralement moins que dans une autre association européenne. Donc les associations qui sont plus dans les lobbying et policy, ça coûte plus cher que être membre du partenariat parce qu'on vraiment on essaye de trouver un grand groupe des membres et avoir le plus possible de tous les différentes opinions sur les sujets. Pour finir, on organise une brokerage pour les appels de 2022 qui sont développés au sein de partenariat le 31 mars. Ça va être de 1h30 jusqu'à 5h. Donc, il y a la possibilité de certaines organisations de vraiment proposer des projets, mais il y a aussi une outil de brokerage digital pour tout le monde à participer. Donc voilà, on est en train de mettre tout en ordre dans la plateforme, mais ça va être bientôt possible de faire une registration. Pour être au courant, je pense que c'est le plus facile, c'est de nous suivre sur Twitter ou LinkedIn pour avoir la dernière notice quand la registration sera ouverte. Mais ça sera très bien parce qu'il y aura c'est pas seulement BEPA qui l'organise, mais on l'organise avec les autres organisations comme EUCAR ou CEFIC, Emery, donc les autres grandes organisations européennes. Donc, il y avait beaucoup des organisations qui vont venir et se trouver ici. Donc, je vous invite tous à participer aussi et si vous avez une idée oui, de nous rejoindre et le proposer à les autres parties qui sont intéressées dans ces appels. Voilà, ça c'est tout de mon côté. S'il y a des questions, je suis prête à les répondre. Merci, Vasile. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Du coup, alors juste pour préciser, ID for Car via la représentation commune des quatre pôles mobilité à Bruxelles, donc les quatre pôles mobilité étant Nextmove, Véhicules du Futur, Cara et ID for Car, et avec la PFA, on a une représentation commune à Bruxelles, donc Mathieu Sareva qui représente en fait les quatre clusters au sein de Bad for EU. Yeah, exactement. Donc, c'est déjà votre voix qui est déjà aussi représentée en cette manière. Oui, tout à fait. Et après, c'est ce qu'on a vu avec Vouter en participant. Il y a un certain nombre de membres ID4Car effectivement actifs sur les batteries qui sont déjà membres du partenariat. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Vouter. S'il y a d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à les poser. On les relaiera à Vouter en fin de webinaire ou plus tard si nécessaire. Alors, je propose de passer, merci encore.
Je vous propose de passer la parole à Vassil, qui est donc membre du PCN Climat Énergie et qui va nous présenter notamment le programme et les calls batterie. Bonjour à tous. Merci Véronique de m'avoir invité pour ce webinaire. Je suis membre du PCN Climat Énergie et je vais présenter aujourd'hui les appels à projets 2022 pour la destination D2. Tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation assez courte, brève de Horizon Europe et comment elle est structurée. Vous l'avez, j'imagine, déjà entendu à plusieurs reprises. Et il y a 3 piliers. Pilier 1, SIAS d'excellence. Le pilier 2, les problématiques mondiales et compétitivité industrielle. Et ensuite, le pilier 3, Europe innovante. Et il y a un pilier transverse. Le cluster 5, il fait partie du pilier 2 avec un budget de 15 milliards d'euros. Le budget, la répartition par budget destination, comme vous pouvez le voir pour la destination 2, et puis les batteries. Je vais y aller assez vite sur cette partie-là, sauf si vraiment il a des questions ensuite. Le cluster 5, il comprend 6 destinations. La destination dédiée au climat, celle pour les solutions intersectorielles pour la transition climatique, dont les batteries. La destination 3 sur l'approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif. La destination 4, principalement, c'est sur l'efficacité dans les bâtiments, dans l'industrie. La destination 5, c'est sur les solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport. Et la 6, c'est pour la mobilité en général, de manière générale. Juste une petite parenthèse, il y a 2, comme vous l'avez déjà forcément eu occasion de le voir. Pour le cluster 5, on est 2 PCN, le PCN Climat et Énergie, dont je fais partie, et le PCN Transport. Et la destination 2, on la partage avec le PCN, avec nos collègues du PCN Transport. Pour la destination 2, comme vous pouvez le voir, pour cette année 2022, il y en a des appels à projets. Il y a eu 7 appels à projets déjà clôturés en octobre. Les partenariats, ils ont été déjà présentés par mon collègue, donc je vais passer. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, comme vous pouvez le voir, pour la destination 2, il y a 4 grands objectifs qui sont visés. Soutenir un écosystème européen de recherche, d'innovation du classe mondiale sur les batteries, améliorer l'efficacité des modèles d'énergie et faciliter la transformation vers une société climatiquement neutre. Et enfin, soutenir le développement de technologies émergentes à fort potentiel pour permettre des émissions de gaz à effet de serre nul. Comme je viens de le dire, il y a 10 appels à projets qui vont ouvrir le 28 avril et seront clôturés le 6 septembre. La plupart d'entre eux sont des RIA, Research and Innovation Action. Il y en a 2 IA et un appel à projet de type CSA, Coordination Support Action, avec un budget total de 133. Le 138 qui est marqué là, il inclut aussi le 11e appel à projet qui est dans la destination 2, mais pas sur les batteries. Maintenant, si on parle des impacts dans la destination qui sont principalement attendus dans cette sous-destination batterie. Donc, il y a une compétitivité mondiale accrue de l'écosystème européen des batteries. J'avais déjà mentionné, croissance accélérée d'une industrie de fabrication de batteries, un déploiement accéléré de la mobilité électrifiée, une durabilité globale augmentée, une analyse de cycle de vie améliorée et une exploitation et une fiabilité accrue des batteries. Maintenant, je vais présenter les appels à projets. Je ne vais pas, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire une traduction du contenu de ces appels à projets, mais je vous demande, là où vous avez un doute, de vous référer au texte de l'appel à projet qui est en anglais, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile d'exprimer exactement le sujet de la Commission européenne. Donc, le premier appel à projet vise en particulier le traitement et raffinage durable du graphite pour les batteries. Il a eu déjà un appel à projet en 2021, mais il était plus large, qui était dédié aux matériaux critiques.
Parmi les résultats attendus, une diminution de la dépendance de l'Europe à l'égard des importations du graphite et la diminution des risques dans les chaînes d'approvisionnement des batteries européennes, une production et un raffinage du graphite naturel et synthétique en Europe de manière compétitive, durable et socialement acceptable, exploiter le rôle du graphite sur le potentiel de charge rapide des batteries, qui est un facteur clé, comme vous le savez, de l'acceptation des véhicules électriques par les utilisateurs, la réduction des émissions environnementales, que ce soit CO2 ou les hydrocarbures polycycliques aromatiques, de la chaîne d'approvisionnement en matériaux anodiques. Et enfin, les projets doivent contribuer aux objectifs de l'Alliance européenne pour les matériaux premiers. Parmi les activités pour arriver à ces résultats, donc parmi les activités qui doivent être mises en œuvre, j'énumère le développement des solutions durables et compétitives qui est requis sur toute la chaîne de la valeur de la production du graphite pour les batteries, que ce soit pour le graphite naturel ou synthétique en Europe, à partir des matières premières carbonées classiques ou non conventionnelles, biocarbone ou à partir de sous-produits. Des innovations sont nécessaires à chaque étape du processus de fabrication, à partir de la purification, sans utilisation d'acide fluorhydrique, et en passant par la mise en forme et jusqu'au revêtement final afin d'améliorer les performances des deux types de graphite. Comme je le disais, dans la plupart des appels à projets que je vais présenter, pour les activités, j'ai fait vraiment une synthèse. Donc, je vous invite vraiment à regarder les appels à projets si vous voulez le détail. L'appel à projet numéro 2, monitoring au niveau de l'interface et de l'électron pour l'ingénierie des technologies de batterie nouvelles et émergentes. Juste une courte parenthèse pour vous dire que ce n'est pas toujours facile d'exprimer exactement, parfois en anglais, monitoring, si on traduit en français, ça veut dire juste suivi ou surveillance, mais en fait, c'est au-delà bon, bien sûr que la plupart d'entre vous connaissez déjà le contenu du sujet et vous savez que ce que ça veut dire monitoring ici, ça inclut l'analyse, que ce soit par des techniques expérimentales in situ, in operando qu'on appelle maintenant, et puis aussi il y a le côté big data. Donc, parmi les résultats qui sont ciblés, il y a de nouvelles méthodes d'étude des interfaces électrode-électrolyte pour les électrodes liquides et les batteries. C'est très important, ce côté interface, je ne vous apprends rien, vous connaissez mieux que moi le sujet. Et pour étudier les interfaces à l'état solide et enterré, des modèles pour expliquer la dégradation des interfaces des batteries et une compréhension plus approfondie de la formation de l'évolution des interfaces des batteries qui permettra de mieux comprendre comment augmenter la durée de vie et la sécurité des technologies de batteries nouvelles et émergentes et contribuera ainsi à la compétitivité à long terme de l'industrie européenne des batteries. Bon, j'avais utilisé le terme big data, mais en fait, c'est plutôt côté simulation et modélisation. Pardon, ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, parmi les activités pour arriver à nos objectifs, parmi les activités à développer, donc j'énumère le développement de nouvelles techniques expérimentales analytiques, in operando, que ce soit du microscope électronique à transmission, des techniques spectroscopiques, X-ray scattering, résonance magnétique, etc. Et méthodes de calcul ciblant les échelles du temps et de longueur des réactions interfaces entre une cellule de batterie, y compris les réactions de localisation, de mobilité et de transfert des électrons et des ions. Il faut s'appuyer sur la feuille de route batterie 2030. Ce topic répond au besoin d'accroître la compréhension fondamentale des processus dans les batteries à un niveau qui accélérera le développement de chimie plus stable adaptée à leurs objectifs spécifiques. J'aurais dû le faire au départ. Vous voyez qu'à droite, il y a le type de projet et puis là, le terrain qui est visé à la fin du projet avec le budget. En fait, ça remet le tableau que j'avais mis initialement pour chaque appel à projet, avec le budget pour le nombre de projets financés et le budget total. Pardon, il y a une erreur, ce n'est pas le budget par projet, c'est le budget total. Et puis le nombre de projets financés qui sont 2. Donc, chaque projet, à peu près, pourra avoir 5 millions d'euros. L'appel à projet numéro 3, poursuivre le développement de la plateforme d'accélération des matériaux pour les batteries durables, combinant intelligence artificielle, big data, synthèse autonome robotisée, test à haut débit. Les résultats qu'on cible
c'est de développer de nouveaux outils et méthodes pour accélérer significativement le développement et l'optimisation des matériaux et des interfaces pour les batteries, et ce afin d'accroître la compétitivité de l'industrie des matériaux et cellules de batterie en Europe. Démontrer une plateforme d'accélération des matériaux pour les batteries entièrement autonomes et capable d'intégrer les modélisations informatiques, la synthèse des matériaux et la caractérisation des chimies à base de lithium-ion et au-delà. Comme vous le savez, il y a déjà un projet en cours qui s'appelle MAP, justement, qui est en, je crois que ça finit en 2023, si je ne me trompe pas. Et ce projet se veut une continuation. Voilà, donc il y a un fort lien entre cet appel à projet et le projet qui est déjà en cours. Développer le troisième bullet point, c'est de développer des modèles, ce qu'on appelle scale bridging. Je ne suis pas arrivé à trouver un bon terme en français. Multi-échelle aux interfaces de la batterie, capable d'intégrer des données provenant des capteurs embarqués dans le processus de découverte et de prédiction, par exemple pour piloter une autoréparation proactive. Mettre en place un environnement collaboratif au niveau de la communauté scientifique pour accéder aux données et utiliser des flux de travail automatisés. Démontrer un système robotique capable de synthèse de composés organiques, inorganiques ou hybrides, en suivant des voies de synthèse standard via une caractérisation automatisée de produits intermédiaires et finaux et une prise de décision autonome. Et enfin, déployer des modèles hybrides prédictifs basés sur la physique et les données pour l'évolution spatio-temporelle des interfaces des batteries et démontrer le design inverse matériau-interface. Pour cela, on doit développer des outils d'infrastructure pour l'accès sécurisé aux données à distance, l'analyse des données et la modélisation prédictive, optimiser les protocoles de caractérisation automatisés à haut débit et du flux du travail expérimental et informatique, développer une robotique de synthèse autonome et des logiciels d'orchestration, un design inverse et modèle scale bridging, assisté par IA pour des processus multi-échelles. Ces approches de modélisation multi-échelle doivent être développées pour le contrôle de la sécurité entre beginning of life et end of life d'un système de batterie pour différents usages et diagnostiquer l'état de sécurité par des méthodes innovantes. L'appel à projet numéro 4, vers la création d'une chaîne de valeur de fabrication intégrée en Europe, du développement des machines à la conception intégrée de l'usine et du site. Parmi les résultats attendus qu'on vise, c'est de renforcer la chaîne de valeur de la fabrication industrielle des cellules de batterie en Europe en développant des capacités de fabrication à l'échelle giga, ce qu'on appelle gigafactory, réparties sur tous les territoires des États membres. C'est développer de nouvelles machines de fabrication de cellules de batterie en priorisant la minimisation de l'énergie nécessaire à la production, l'amélioration du taux d'efficacité de l'usine et l'intégration du processus de contrôle intelligent pour minimiser les rébus. Permettre une collaboration plus étroite, d'un côté les équipementiers pour la fabrication des batteries, des équipementiers, les équipements qui fabriquent les machines pour fabriquer les batteries, et de l'autre côté les industriels fabricants de cellules, qui sont moins nombreux, il y a 3 au niveau mondial, si je ne me trompe pas. Et ensuite, les secteurs de matériaux de l'énergie et d'autres chaînes d'approvisionnement bénéficiant du couplage sectoriel. Et enfin, pour stimuler et intensifier la collaboration entre les opérateurs des lignes pilotes, des centres de recherche technologique et les fabricants de cellules et les équipementiers européens afin de pousser les innovations pour la production durable de cellules en Europe. Afin d'arriver à ces résultats, on s'attend à ce que toute la chaîne de valeur de la production soit considérée de manière holistique dans l'ensemble, du développement des machines à l'intégration et à l'optimisation des usines et des sites. Et ce topic couvre les 2 domaines. Donc, d'un côté, pour être en mesure de fournir des machines développées et construites localement, c'est très important, l'Europe doit acquérir une position de leader dans la production de machines et de fabrication d'électrodes et de cellules intelligentes et économie à ressources. Et pour ce domaine, le terriel est de 3 à 6. Donc, vous voyez que c'est plus aller vers les terriels plus bas, du type 3, la preuve du concept. Et d'un autre côté, une réduction significative et l'utilisation d'énergie bas carbone qui apporterait à la fois des avantages économiques et des avantages en termes d'empreinte écologique. Pour un succès durable, l'intégration horizontale de la chaîne d'approvisionnement européenne pour les équipements de fabrication des batteries dans la production croissante de cellules de batteries à l'échelle giga est un défi majeur. Et pour ce domaine, le TRL il est plus élevé du 6 à 7. L'appel à projet numéro 5, dont le titre est Technologie de nouvelle génération pour des systèmes de batterie performants et sûrs dès la conception pour les applications mobiles et du transport. C'est un appel à projet de type recherche et innovation.
Et on vise de développer les technologies de nouvelle génération pour des systèmes de batterie, pour l'électrification d'une large gamme d'applications de transport et de mobilité, y compris le transport routier, maritime, aérien et ferroviaire, ainsi que les machines mobiles, ce qu'on appelle non routières. Démontrer des performances accrues en termes de densité d'énergie, densité de puissance, durée de vie et la sécurité des systèmes de batterie afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne des batteries sur le marché du transport. Et enfin, concevoir un nouveau design et procédé novateur permettant de réduire la fabrication, la remise en état, le démantèlement et le recyclage des systèmes de batterie. Parmi les activités qui doivent être mises en place, les projets devraient envisager l'adaptation de la conception des systèmes de batterie aux nouvelles chimies dans les cellules qui arriveront sur le marché, que ce soit à court terme ou moyen terme. Par exemple, les cellules avancées au lithium-ion ou les nouvelles générations à l'état solide. Les projets doivent prendre en compte les nouvelles technologies, que ce soit au niveau des matériaux du système de batterie, conception mécanique, architecture électrique, stratégie de gestion thermique, etc., afin d'améliorer les performances et la sécurité, par exemple, de nouveaux matériaux légers avec des caractéristiques thermiques optimales. La fabricabilité et la recyclabilité doivent être explicitement abordées. L'intégration des systèmes de batterie, c'est un point important dans les systèmes d'application plus larges, par exemple dans les véhicules, n'entre pas dans le cadre de cet appel à projet. Et les projets peuvent prendre en compte les indicateurs de performance proposés par Battery Europe ou par les partenariats de Strategy Research. L'appel à projet numéro 6, l'intégration de fonctionnalités intelligentes dans les cellules de batterie, l'intégration de fonctionnalités de détection et d'autoréparation pour surveiller et réparer automatiquement les cellules de batterie. Cet appel à projet vise d'améliorer la qualité, la fiabilité et la durée de vie du système de batterie en intégrant des fonctionnalités de détection et d'autoréparation au niveau des cellules de la batterie et également vise de développer des technologies de rupture en matière de cellules de batterie et du système de gestion des batteries afin de soutenir une industrie de fabrication de batteries compétitive et durable. Vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est important de développer, comme vous le savez, vous l'avez déjà entendu, de développer la chaîne de la valeur des batteries en Europe, la compétitivité et la durabilité. Il y a 2 points très importants à prendre en compte. Pour arriver à cela, l'objectif de cet appel est d'intégrer des capteurs et des fonctionnalités d'autoréparation dans une cellule des batteries, les capteurs étant capables de détecter un fonctionnement défectueux et de déclencher des fonctionnalités d'autoréparation via le système de gestion de la batterie. La proposition doit viser une approche combinée avec le développement du capteur capable de fonctionner en continu et à long terme à l'intérieur de la cellule et le développement de fonctionnalités d'autoréparation qui peuvent être déclenchées par un stimulus externe. Les capteurs et les fonctionnalités d'autoréparation doivent être adaptés à la détection des processus de dégradation critiques au cours du vieillissement électrochimique ou chimique de la cellule. Et la preuve du concept de couplage du capteur et d'agent d'autoréparation via le BMS doit être démontrée. L'approche doit être transposable à la production de masse des cellules de batterie et ne doit pas entraver le processus de recyclage ultérieur. Cet appel à projet s'appuie sur la feuille de route batterie 2030. Et un autre point, c'est le bénéfice de ces innovations sur la sécurité globale des batteries doit également être démontré. L'appel à projet numéro 7, digitalisation ou numérisation des tests de batterie de la cellule au système, y compris l'évaluation de la durée de vie. C'est un RIA également. On cible la compétitivité de l'industrie européenne des batteries tout au long de la chaîne de la valeur, des fabricants de cellules aux intégrateurs de cellules, des délais plus courts, avoir des délais plus courts pour la mise sur le marché. Une réduction également, on vise également une réduction du temps et du coût du développement des batteries. Là, on a des paramètres à prendre en compte d'au moins 20-30%. Donc, c'est déjà un KPI à prendre en compte. C'est quantitatif et une cible quantitative. Améliorer la conception des batteries pour une durée de vie plus longue et une meilleure fiabilité et sécurité. Et enfin, réduction des coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes de batterie. Le projet doit fournir des nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour accélérer et améliorer le processus du test des batteries. Il convient d'utiliser une approche multi-échelle en couvrant la chaîne de la valeur depuis les cellules jusqu'au système de batterie. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les autres activités à mettre en place. Comme je disais, je vous laisse découvrir dans les appels à projets. Ce que je pourrais également dire, c'est que les projets doivent avoir une ambition d'application intersectorielle
et se concentrer sur les chimies de batterie actuellement sur le marché ou qui attendront le marché à court terme avec la possibilité de s'adapter rapidement aux chimies de batterie de la prochaine génération, état solide. L'appel à projet numéro 8, coordination d'une initiative à grande échelle sur les futures technologies de batterie. Cette fois-ci, c'est une CSA. Parmi les résultats attendus qu'on vise, favoriser l'impact scientifique, technologique, économique et sociétal de l'initiative et ouvrir la voie à l'exploitation industrielle des futures technologies de batterie dans les domaines d'application clés de l'énergie et des transports. De mettre en place cette initiative de recherche européenne doit être bien coordonnée sur les technologies de batterie du futur, rassembler d'excellents scientifiques et innovateurs, impliquer d'autres parties prenantes et liés à des programmes internationaux qui sont liés, nationaux et régionaux qui sont pertinents. Diffusion de l'excellence dans les technologies de batterie du futur à travers l'Europe, sensibiliser accrue aux activités européennes et disponibilité de programmes d'études européens dans ce domaine. Et renforcement des synergies de la collaboration entre les acteurs de la recherche et de l'innovation en Europe, ainsi qu'avec les grandes initiatives existantes, une synergie avec les grandes initiatives existantes ou en préparation. Les propositions pour arriver à cette fin, les propositions doivent permettre de coordonner les activités de recherche de toutes les parties prenantes, de faciliter la communication, le dialogue, la coopération sur des sujets transverses, de suivre les progrès, de tenir à jour sa feuille de route. Les propositions devraient identifier et coordonner les efforts pertinents pour la modélisation, le partage des données, la normalisation, les droits du pays en coopération avec d'autres initiatives pertinentes au niveau européen. Donc, la coopération est encouragée avec Batteries Europe, les types, et sur les batteries annoncées dans le plan d'action stratégique de l'Union européenne. L'appel à projet numéro 9, la gestion de batteries basée sur la physique et les données pour une utilisation optimisée de la batterie. Parmi les résultats qu'on vise, nouvelle approche de la gestion des batteries basée sur la physique et les données, susceptible d'améliorer les performances, la durée de vie, la fiabilité et la sécurité des systèmes de batterie pour les applications du transport et stationnaire. Et le deuxième bullet point, les nouvelles approches physiques et basées sur les données pour la gestion des batteries, facilitant la maintenance prédictive et ou la gestion du fin de vie des systèmes de batterie basés sur la connaissance et ou le développement de modèles de dégradation plus précis. Pour cela, les projets doivent faire progresser d'une manière substantielle l'état du l'art dans le domaine de la gestion des batteries en développant des approches innovantes fondées sur la physique et les données, tant au niveau du logiciel que du matériel informatique hardware, afin de garantir une utilisation optimisée et sûre du système de batterie dans tous les modes de fonctionnement. La validation par un prototype à l'échelle du laboratoire doit être faite à TRL4. Et enfin, le dernier appel à projet, une collecte rationalisée et logistique inversée, un tri, démantèlement et seconde utilisation avant recyclage qui soit entièrement automatisé, sûr et rentable. Parmi les résultats attendus qu'on vise, atteindre les objectifs du plan d'action pour l'économie circulaire en permettant une seconde vie aux batteries et en augmentant les taux de recyclage et de valorisation conformément aux exigences réglementaires à venir, révolutionner et rafraîchir l'industrie du recyclage en appliquant les meilleures innovations mondiales basées sur l'automatisation, l'efficacité et la durabilité, créer de nouveaux modèles économiques circulaires tels que la seconde vie afin de réduire les besoins en matière primaire et de maximiser l'utilisation des cellules de batterie en réduisant le coût par cycle. Développer une communauté pour les acteurs impliqués dans la gestion de la chaîne de valeur du recyclage des batteries, y compris la seconde vie, pour partager les meilleures pratiques, que ce soit au niveau de la santé, sécurité, du transport, démantèlement, remise à neuf, recyclage. Et améliorer la sécurité par l'automatisation et la réduction des accidents. Parmi les activités à mettre en place, il y a plusieurs qui sont énumérées. Je vais citer quelques-uns. Développer du protocole de diagnostic commun normalisé et de critères de coupure entre le produit et les déchets. Élaborer une étape critique du diagnostic des batteries en tant que mesure de prévention des déchets. Automatiser le démantèlement des batteries, que ce soit au niveau de la mobilité ou du stationnaire. Je vais arrêter ça avec ça. Je suis désolé parce que dans la plupart des cas, c'est des appels à projets que j'ai essayé parfois de mettre des points un peu plus clés. Mais vous avez en tout cas les appels à projets. Donc, si vous avez des questions, je vais vous répondre. Si je ne pourrais pas vous répondre, je vais apprendre la question et éventuellement faire appel à la Commission européenne. Juste un dernier point. Vous avez toutes les informations nécessaires, que ce soit sur le site de la Commission européenne pour les appels Funding and Tenders, le site. Pour les statistiques, il y a le dashboard. Pour les projets financés, le CORDIS. Pour les événements, Funding and Tenders. Et puis, vous avez bien sûr également le site
français du PCN sur le site du ministère, que ce soit les appels à projets, les événements et les fiches pratiques juridiques. Sur le site du PCN Climat Énergie, vous avez également la possibilité, si vous êtes intéressé, de faire une proposition de compétences. Et vous pouvez trouver aussi également les autres acteurs français qui ont déclaré soit intéressés par la destination 2. Pour cette année, pour l'instant, il n'y a pas de... pour 2021, il y a eu déjà des acteurs qui ont déclaré l'offre de compétences. Voilà. Et puis, notre équipe, le coordinateur Benjamin Viniger, Marine Roussel, moi-même, et puis Henri Comazon. Merci beaucoup et je suis désolé que je suis allé un peu vite. Peut-être que j'ai dépassé un peu le temps. Merci beaucoup. Pas de souci, merci beaucoup, Vasile. Effectivement, c'est très dense, hein. Il y a les 10 calls qui sont assez complets. Donc, comme l'a dit Vasile, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les reposer. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le système questions et réponses. Si vous en avez par la suite, n'hésitez pas à repasser par nous ou à contacter le PCN Climat Énergie pour qu'on puisse vous répondre. Donc, pour information, il y a sur un certain nombre de calls, il y a certains membres des Forecars qui ont déjà fait part de leur intérêt pour travailler sur l'un ou l'autre sujet. Surtout, n'hésitez pas soit effectivement à faire une manifestation de compétences auprès du PCN ou à nous contacter ID Forecars pour qu'on discute éventuellement de vos idées et qu'on voit comment vous aider par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure pour trouver des partenaires pertinents pour avancer sur votre projet. Merci encore, Vasile, pour la participation. Merci à vous. Entre-temps, il y a une petite question plutôt pour vous taire sur la partie, le fait que des stagiaires puissent être éventuellement acceptés au sein d'associations telles que BEPA. Et donc, Wouter a répondu. Donc, la question portait sur la possibilité pour des étudiants non européens éventuellement de travailler pour ces associations-là. Et donc, Wouter a répondu qu'à sa connaissance, il n'y en avait pas. Je propose de passer la parole à Antoine Maufroy d'Armor, qui va pouvoir nous rendre compte de son retour d'expérience. Donc, vous allez voir, hein, le projet dont va nous parler Antoine n'est pas forcément un projet directement batterie, mais l'intérêt, c'est plutôt ce qu'on a demandé à Antoine, c'est de vous partager son retour d'expérience en tant qu'entreprise sur une participation au programme de recherche Horizon, donc là, en l'occurrence, Horizon 2020, mais qui est l'ancêtre d'Horizon Europe. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner un retour d'expérience de pair. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci Véronique, et puis, merci aux intervenants précédents. Donc effectivement, l'objectif c'est de vous présenter un petit peu le retour d'expérience d'un industriel sur la participation au projet européen. Donc je suis Antoine Maufroy, je suis responsable des dossiers de financement au sein de la société Armor. Et donc mon rôle c'est vraiment de faire de la veille sur les projets qui sortent, préparer la réponse à des appels à projets en lien avec le chef de projet, et puis après réaliser le suivi administratif et financier sur les dossiers qu'on a pu obtenir. Donc la présentation que je vais faire aujourd'hui va s'articuler en trois points. Je vais vous présenter très rapidement Armor et puis l'activité Armor Battery Film plus particulièrement, donc qui est adhérente d'ID Forecars. Et puis je vous présenterai ensuite les différents projets européens auxquels on participe actuellement et le petit retour d'expérience en tant qu'industriel. Donc au niveau du groupe Armor, on est une entreprise de taille intermédiaire nantaise qui a été créée il y a un siècle maintenant. Le chiffre d'affaires annuel est 370 millions d'euros et on compte 250 000 employés environ qui sont répartis partout dans le monde. On a une politique d'investissement qui est assez importante avec 150 millions d'euros qui sont dépensés sur la période 2018 et 2022. Et ça, c'est notamment rendu possible grâce au fait que c'est principalement l'équipe de management et des fonds d'investissement qui sont actionnaires du groupe. Aujourd'hui, donc on est très attaché à la région Pays de la Loire, mais on a quand même une présence mondiale
avec 12 sites de production qui sont répartis partout dans le monde et 80% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export. Au niveau de nos sites de production, donc un site de production historique qui est aussi notre site principal, il est situé à La Chevrolière, donc c'est au sud de Nantes. Donc là, c'est sa photo, hein, effectivement. Donc aujourd'hui, on a 55 000 mètres carrés sur ce site de production. Il y a 550 personnes qui y travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est aussi ce site qui abrite notre site de recherche, développement et innovation, qui se répartit sur 3500 mètres carrés et qui emploie à peu près 70 personnes. Nos principales expertises, c'est en lien avec la formulation chimique et l'induction haute précision, donc de couches fines sur des films minces. On a la capacité de mener des travaux de R&D à l'échelle laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle. Et à titre d'exemple, l'année dernière, on a pu enduire plus de 2 milliards de mètres carrés sur de l'induction haute précision. Aujourd'hui, Armor a 6 activités. L'activité principale, c'est Armor Imac. On est leader mondiaux sur la conception de consommables pour l'impression par transfert thermique. Cette technologie, elle est utilisée pour l'impression de code barres ou de dates de péremption, notamment sur les lignes de production. Elle sert à réaliser la traçabilité et le suivi des produits qui sont fabriqués. Donc cette activité-là, on l'a commencé dans les années 80. On a également l'activité Armor Print Solutions qu'on a commencé dans les années 90, où là, on est sur du remanufacturing de cartouches jet d'encre. Et puis, depuis 2010, Armor a souhaité se diversifier et proposer des activités en lien avec le développement durable. Donc, on a 3 nouvelles activités, notamment Kimia, qui va s'intéresser à la conception et la vente de filaments pour l'impression 3D, des filaments plastiques qui sont majoritairement issus de matières plastiques recyclées. On a également une activité un peu annexe, Advanced Coating Service, où là, on est sur la proposition d'un service pour la formulation de solutions et l'induction à petite ou moyenne échelle sur demande de clients. On a ensuite l'activité ASCA qui consiste à concevoir et vendre des modules photovoltaïques organiques qui sont donc transparents et souples. Et on a l'activité Armor Battery Film, donc qui est adhérente d'ID4Car, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Donc les projets européens qu'on a aujourd'hui sont en lien avec ces 2 activités. Alors, grâce à nos activités, donc on peut toucher de nombreux secteurs d'activité, que ce soit l'automobile, la santé, la pharmacie, l'énergie, etc., etc. Pour ce qui est, si on fait un petit focus sur l'activité Armor Battery Films, donc, sur ce marché des batteries, on produit des feuilles d'aluminium ou de cuivre revêtues d'une fine couche conductrice. Cette fine couche, elle va permettre d'une part d'améliorer la conductivité électronique à l'interface entre la couche active et le collecteur de courant. Et on va ainsi réduire la résistance interne. On peut également améliorer l'adhérence entre les couches, ce qui va permettre d'éviter la délamination qu'on peut trouver lors des cycles de charge-décharge. Et puis enfin, on va pouvoir également protéger le collecteur de courant de la corrosion chimique, surtout dans les chimies de batterie les plus récentes. Et donc, on va avoir au final une batterie qui va être qui va avoir une durée de vie plus longue. Elle va être également plus puissante et sécurisée. Aujourd'hui, donc, on a une large gamme qui est adaptée aux besoins des industriels. On va pouvoir viser différentes chimies de cathode, que ce soit NMC, LFP, LMFP. On va avoir également différentes chimies d'anode, mais on peut également s'adapter aux batteries tout solides, aux EDLC, etc., etc. Alors, pour ce qui est des projets européens auxquels on participe, donc on est en tant que partenaire sur 3 projets H2020 aujourd'hui, au travers de l'activité sur la conception de modules photovoltaïques organiques. On a le projet Tech4Win qui est coordonné par l'IREC en Espagne. Là, l'objectif, c'est la conception d'une vitre photovoltaïque transparente. On a le projet Rolaflex qui est coordonné par l'Université Polytechnique d'Athènes, où on va travailler sur des Organic and Large Area Electronics. Et on a également le projet Smart2Go qui est coordonné par l'Institut Fraunhofer pour la création d'une plateforme énergétique autonome et portable.
On est également coordinateur d'un projet H2020, le projet Booster, où là, en fait, on a réuni des partenaires de longue date, qui soient donc industriels ou laboratoires de recherche académique, pour améliorer les différentes couches d'un module photovoltaïque. L'objectif, c'est qu'on s'attaque aux 3 couches principales des modules photovoltaïques. La backsheet pour réduire les coûts de ces modules, la couche active pour améliorer les performances électriques, et puis la couche d'encapsulation pour augmenter la durée de vie de ces projets. Donc, les résultats qu'on attend grâce à ce projet-là, donc, qui a commencé en septembre 2019, c'est vraiment d'avoir qui a commencé en septembre 2020, c'est vraiment d'avoir des modules photovoltaïques qui présentent de meilleures performances électriques avec des durées de vie plus longues et en plus qui soient faciles à intégrer. On a également 2 projets Horizon Europe qui ont été soumis avec l'activité en lien avec la conception de collecteurs de courant revêtus. Aujourd'hui, ces projets ont été acceptés et donc sont en cours de contractualisation. On a le projet Psionic qui est coordonné par Blue Solution pour la conception de batteries solides au lithium métal, et le projet Solide qui est coordonné par VTT en Finlande pour la conception d'un procédé pilote durable pour la fabrication de batteries solides. Si on regarde un petit peu les différentes étapes d'un projet, donc d'un point de vue industriel, au niveau du montage, dans nos cas, on a eu des premiers échanges avec les membres du consortium, donc 3-4 mois avant la date limite de dépôt. Ça se soldait par donc un meeting à peu près par semaine, un meeting d'1 heure ou d'une demi-heure. L'objectif, c'est surtout de donner les grandes directions au projet et voir les prochaines échéances. Donc, entre chaque meeting, il faut participer à la rédaction du dossier technique et fournir des renseignements administratifs, financiers et techniques, que ce soit directement sur la plateforme européenne, au coordinateur ou au sein du dossier technique. Sur cette partie montage, je dirais que je travaille avec le chef de projet qui va plutôt intervenir sur la partie technique. Je pense qu'on est à peu près sur 1 jour par personne par mois pour le montage. Au niveau de la vie du projet, donc en plus de réaliser les travaux qui ont été présentés dans le cadre du dossier technique, il y a tout le suivi administratif et technique du projet, reporter les heures, les dépenses, le temps d'occupation du matériel amorti, la sous-traitance, etc. Et effectuer les rapports techniques en lien avec ces work packages aux échéances qui sont indiquées. Là, sur toute cette partie vie du projet, donc on est plusieurs à travailler dessus, puisqu'il va y avoir moi plutôt pour la partie administrative et financière, et les personnes en charge de la technique plutôt pour faire les projets, les travaux, et la préparation des rapports. Après, en tant qu'industriel, on a aussi pas mal d'éléments à fournir sur tout ce qui va être exploitation commerciale des résultats du projet et toutes les perspectives marché. Globalement, sur un projet, alors suivant après l'implication, mais on peut vite arriver à peu près 1 semaine par mois sur tout ce qui va être à côté des travaux en tant que tel. Un petit point sur la coordination après d'un projet, où là, en plus des tâches suivantes, il va falloir évidemment animer le consortium, participer aux meetings avec les différents work package leaders pour justement s'assurer que le projet se déroule bien. Et on est le point de contact privilégié avec l'Union européenne et le project officer avec lequel on va échanger notamment via la plateforme Funding and Tenders. Là, on peut facilement rajouter, je pense, 1 semaine en plus de travail sur les projets européens, puisqu'on va quand même avoir pas mal de choses à préparer, de deliverables, mais aussi tout ce qui va être un petit peu l'aspect administratif du projet à voir. Alors, au niveau assez rapidement des avantages et points d'attention sur la participation à des projets européens, donc d'après mon expérience et puis les retours que j'ai pu avoir, globalement,
il y a quand même beaucoup d'avantages à participer à des projets européens, notamment le soutien financier qui est très important. Et on va pouvoir aller chercher entre 70 et 100% de subventions. On va pouvoir réaliser des projets ambitieux, que ce soit au niveau technique, mais également financier et de la durée de ces projets. Et en plus de ça, on va avoir des collaborations avec des entités européennes qui sont expertes dans leur domaine et on va avoir la possibilité d'accroître son réseau. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on participe à un premier projet européen, qui se soit bien soldé ou pas, bon, surtout si c'est un succès, hein, on peut être très vite après recontacté à l'avenir par des coordinateurs ou par des partenaires pour préparer et pour participer à de nouveaux projets. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau des points d'attention, donc c'est pas non plus des désavantages, hein, puisque forcément, dès qu'on va avoir un soutien public, il y a des choses qu'on doit faire de notre côté. Mais il faut quand même en être assez conscient, c'est que l'investissement tout au long de la durée du projet est assez importante, hein, et assez important, comme j'ai pu vous le dire. Notamment, on va avoir beaucoup de rapports à faire, et surtout en tant qu'industriel ou utilisateur final, où on va avoir des comptes à rendre, notamment sur les prévisions de vente des résultats du projet. On a également, sur un aspect assez pratique, le portail Funding and Tenders, qui peut être assez difficile à prendre en main lorsqu'on n'est pas habitué. Globalement, toutes les informations sont présentes, mais il faut pouvoir aller les chercher. Donc, ça peut des fois rajouter un petit peu de temps au process. Et après, c'est la gestion de plusieurs projets en parallèle qui peut être assez lourde. Globalement, si on a plusieurs projets qui commencent en même temps, ça veut dire qu'au 6e mois, puis au 12e, 18e, etc., on va avoir pas mal de rapports administratifs, financiers et techniques à remplir en même temps. Donc, ça nécessitera une charge de travail assez importante. Et si plusieurs projets démarrent l'un à la suite de l'autre, ça veut dire qu'on peut très vite se retrouver à faire tous les 3 mois le travail et donc avoir un petit peu l'impression qu'on y passe beaucoup de temps. Et après aussi, notamment avec le contexte Covid, qui a vraiment démocratisé les réunions Teams, on a beaucoup d'échanges par Teams ou par un autre outil de visioconférence, avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Globalement, les bons côtés, c'est effectivement plus facile d'interagir avec ses partenaires. Les mauvais côtés, c'est qu'on va avoir une interactivité assez limitée. Et le fait d'avoir l'implication des différentes parties assez difficile, que ce soit lors du montage des projets, mais aussi durant leur vie. Voilà très rapidement le retour d'expérience qu'on peut avoir sur les projets européens. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Antoine. Donc, effectivement, je pense que c'était important pour nous que vous puissiez avoir accès aussi au retour d'expérience d'un industriel. Donc, comme vous le voyez, il y a effectivement un certain nombre d'exigences, mais qui, comme l'a dit Antoine, qui correspondent au niveau de financement mis en place par l'Union européenne. Et comme vous l'a dit Antoine, Armor, il retourne. Donc, c'est bien que la balance bénéfice et bénéfice-investissement est intéressante, me semble-t-il, Antoine, mais Complètement, oui, oui, oui. Et même surtout au niveau du réseau, enfin, au niveau de la subvention, évidemment, mais au niveau du réseau aussi, puisque généralement, dans tous les consortiums, on va également avoir un end-user, donc ça permet d'approcher de potentiels clients, des potentiels partenaires assez facilement aussi. Donc, pour préciser, effectivement, donc Armor coordonne un projet actuellement. Donc, en termes de conseils, mais je pense que ce soit Vassil, Wouter ou Antoine, vous me suivriez. Je pense que sur une première participation à un projet européen, il faut plutôt rester en tant que partenaire et pas en tant que coordinateur. Il faut une petite expérience du projet européen, je pense, avant de se lancer en tant que coordinateur. Je vois que Vassil a démuté son micro. Vous confirmez? Oui, oui, si, bien sûr. C'est bon, j'ai été dans une autre vie il n'y a pas très longtemps aussi coordinateur du projet européen, du montage du projet européen.
Effectivement, je vous rejoins tout à fait. Pour la première fois, quand on monte un projet européen, il faut rester, je veux dire, en tant que partenaire. Après, pourquoi pas, si on a eu déjà une expérience antérieure dans une boîte de consulting ou autre, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais si vraiment on n'a pas eu cette expérience et on n'a jamais monté un projet européen, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, comme l'a montré aussi, bien sûr, monsieur Antoine, pardon, son nom de famille, je l'ai oublié. Effectivement, c'est qu'il faut partir avec ça et ensuite, au fur et à mesure, bien sûr, on monte en compétence et on peut aller aussi faire une coordination. En tout cas, selon mon expérience, en général, pour un montage en coordination, ça peut durer entre 6 et 8 mois. Ça dépend quand on est coordinateur d'un montage de projet européen. C'est qu'on commence entre 6 et 8 mois. Ça peut commencer un peu après, mais en général, c'est ça. Mais quand on est un partenaire, en général, on peut même peut-être 2-3 mois avant, si on arrive à trouver un bon partenariat, on a la bonne compétence. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de suivre, que ce soit sur notre site ou sur les autres sites, sur votre site à vous, ID4Car ou des alliances qui font ce genre de travail pour vous. N'hésitez pas nous-mêmes, voilà, vous remplissez la fiche qui est sur notre site P5 Climat Énergie. Normalement, Véronique, vous allez partager le fichier que je vous ai envoyé. Et là, il y a toutes les données pour ceux qui ne le connaissent pas du P5 Climat Énergie. Il est bien fourni. Je vous invite, il y a des webinaires précédents. Et là-bas aussi, comme je l'avais déjà mentionné, vous pouvez aller pour remplir cette fiche de compétences. Et dans un deuxième temps, n'hésitez pas à venir si vous avez vraiment, il y a des choses qui ne sont pas claires, nous envoyer un mail. Et puis dans un deuxième temps, on peut avoir même des discussions B2B, si on peut dire ainsi, avec un des membres de PCN Climat Énergie. Voilà, merci. Merci Vassil. Et surtout, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, Nabila, je te propose de lancer le petit questionnaire. Donc, il y a un petit questionnaire qui vient d'apparaître sur vos écrans. Ça nous est très utile si vous y répondez. Ça permet de nous d'orienter nos actions. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, sachez que donc, nous, en tant que de compétitivité, on passe pas mal de temps, donc on est soit contacté par des coordinateurs qui cherchent des partenaires, parce qu'effectivement, comme on représente un certain nombre de membres, ça permet d'avoir des contacts plus efficaces pour les coordinateurs. Et on cherche aussi pour les membres qui nous font part d'un intérêt pour un call en particulier. On fait le travail de recherche de partenaires qui peuvent être pertinents pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas, même sur une première expérience européenne, à nous contacter. On pourra en discuter ensemble. Et puis si ce n'est pas cette année, ça peut être sur les calls de l'année prochaine. Comme l'a dit Wouter tout à l'heure, on a déjà une bonne idée des sujets qui pourraient arriver sur les années suivantes. Donc, du coup, j'en profite pour remercier encore une fois Vassil, Wouter et Antoine pour leur participation et les éclairages apportés. N'hésitez surtout pas, donc je vous ferai parvenir les différentes présentations à l'issue du webinaire. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter les différents interlocuteurs en fonction des questions que vous pourriez avoir. Je ne vois pas, je vérifie, mais je ne vois pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de clôturer le webinaire. Je vous remercie une nouvelle fois tous et je vous souhaite une bonne après-midi. Juste un dernier point, si je peux me permettre, Véronique. Bien sûr. Vous pouvez y aller, je suis en train de revoir si le PCN juridique et financier, qui normalement, ils sont en train de faire un webinaire pour les acteurs qui n'ont jamais monté des projets européens ou ils sont débutants. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est très important d'aller sur le site du PCN juridique financier. Je ne sais plus si ça a été déjà fait ou il est en cours. Mais je me note de l'indiquer dans le mail que j'enverrai si ce webinaire est déjà passé ou pas. En tout cas, s'il est déjà passé, il sera enregistré, donc vous pouvez le revoir en replay. C'est très important parce que là, vous allez avoir, au-delà du côté technique qui a été présenté aujourd'hui, vous allez avoir tous les autres, détails et toutes les autres démarches à mettre en place parce que c'est assez complexe en montage de projet européen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Vassil, pour cette précision. Bonne journée à tous et à bientôt.